Il est 4h30 du matin, dans la nuit du 25 au 26 juin 2007, à Port St. Lucie, en Floride, lorsque Michael Moylan, 45 ans, se redresse brutalement dans son lit, le souffle court, les deux mains plaquées sur les tempes. La douleur qui vient de le réveiller est foudroyante. Elle lui vrille le crâne juste derrière l'oreille droite. C'est une douleur qu'il n'a jamais connue de toute son existence. Il serre les mâchoires, ferme les yeux très fort et attend que ça se calme, mais ça ne se calme pas. Au bout de quelques minutes, Michael décide de se lever. À peine debout, il est pris d'un vertige qui manque de le faire tomber. Il s'appuie contre les murs, reprend sa respiration, attend que la pièce cesse de tourner, puis il avance prudemment jusqu'à la salle de bain. Là, il trouve l'armoire à pharmacie et y prend un flacon d'analgésique. Il en avale 3 comprimés d'un coup, sans même se donner la peine de boire un verre d'eau. Espérons que ces comprimés puissent l'aider, et bienvenue au Récit de l'ombre. Souvenez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Souvenez-vous de mettre un petit pouce en l'air, de partager bien entendu. N'hésitez pas à commenter sans spoiler. Et maintenant, revenons à l'histoire. Donc Michael regagne sa chambre et c'est en s'apprêtant à se recoucher qu'il remarque sur son oreille une tache sombre dont il n'arrive pas vraiment à identifier la nature. Alors la pièce est plongée dans l'obscurité, il n'y voit pas grand-chose bien entendu. Sa femme, April, dort profondément près de lui et il ne veut pas allumer la lumière de peur de la réveiller. Donc dans le noir, il se palpe lentement le crâne derrière les oreilles, tout au long de la nuque. Et là, ses doigts rencontrent quelque chose d'humide et de poisseux, du sang. Il y a du sang qui coule de son oreille droite. Michael cherche aussitôt une explication logique et rassurante et il en trouve une qui lui paraît tout à fait plausible. April, dans son sommeil, a dû lui donner un coup de coude involontaire en pleine tête et voilà ce qui expliquerait le saignement de son oreille et cette douleur qui lui broie le crâne en ce moment. Rassuré par sa propre déduction, Michael se rallonge et attend tranquillement que les médicaments fassent leur effet. Une demi-heure s'écroule. Boum. Une demi-heure s'écoule ainsi. Au bout de ces 30 minutes, les analgésiques n'ont apparemment eu strictement aucun effet. La douleur, loin de diminuer, s'aggrave de minute en minute et l'oreille continue de saigner. Donc, une autre hypothèse traverse alors l'esprit de Michael Moylan, une hypothèse cette fois beaucoup plus inquiétante. Et si ce n'était pas un coup de coude? Et si c'était une rupture d'anévrisme? Un anévrisme cérébral, c'est une dilatation anormale de la paroi d'un vaisseau sanguin, dans le cerveau par exemple, et lorsqu'il vient à se rompre, il peut entraîner la mort en quelques minutes. Et un saignement d'oreille peut effectivement être un des signes annonciateurs d'une rupture d'anévrisme. Michael Moylan est persuadé qu'il est en train de mourir. Alors il secoue sa femme. Après, il ouvre péniblement les yeux, il lui explique d'une voix pressante qu'il faut partir sur le champ, maintenant, l'hôpital, il n'y a pas une minute à perdre. Après, il est bien entendu un petit peu perturbé d'être réveillé comme ça en pleine nuit, mais le couple finit par descendre, par monter en voiture et par prendre la route des urgences. Et ils arrivent donc à St. Lucie Medical Center. Les médecins prennent immédiatement Michael en charge et lui font passer une radiographie du crâne. Lorsque le cliché est prêt, une infirmière entre dans la salle d'examen en le tenant à la main. Elle s'approche de Michael, de sa femme, elle place la plaque devant la lumière et elle désigne du doigt un objet parfaitement visible, logé juste derrière l'oreille droite du patient. Un corps étranger qui n'a rien à faire là, bien entendu. Elle se tourne alors vers Michael et lui dit d'un ton aussi neutre que possible « Monsieur Moylan, à première vue, vous avez reçu une balle. » Michael n'en croit pas ses oreilles. Le médecin qui l'accompagne non plus d'ailleurs. Une balle dans le crâne à cet endroit-là et qui ne l'a pas tué. C'est tout simplement extraordinaire. Au même instant, dans le couloir, sa femme, April Moylan, qui vient d'entendre la même phrase que lui, quitte brusquement les urgences et s'enfuit en courant. Vous pouvez d'ailleurs voir la radio à l'image en ce moment.
Michael est donc aussitôt conduit au bloc opératoire. L'intervention dure plusieurs heures. Les chirurgiens parviennent à extraire le projectile qui se révèle être une balle de petit calibre tirée par un revolver de calibre 32. Cette balle a donc pénétré dans la tête de Michael Moylan pendant son sommeil, sans qu'il se réveille véritablement, sans qu'il en ait conscience et sans qu'il comprenne ce qu'il était en train de se produire. Médicalement parlant, il aurait dû y rester, mais il a survécu. April Moylan est interpellé par les agents du shérif quelques heures plus tard et ramené au commissariat. Pendant que Michael récupère dans sa chambre d'hôpital, les enquêteurs du comté de St. Lucie, sous la direction du shérif Ken Mascara, viennent l'interroger longuement, lui aussi. Alors leur première hypothèse de travail, c'est qu'il y a eu une balle perdue, tirée depuis l'extérieur de la maison, qui aurait traversé le mur avant d'atteindre Michael dans son lit. Mais les déclarations du couple ne correspondent pas tout à fait et les trajectoires non plus. Donc les enquêteurs continuent à poser des questions et ils obtiennent au moins 3 versions différentes des faits avant qu'il y ait une cohérence qui se dessine. Alors April finit par livrer une version qui est la version qu'elle va maintenir par la suite contre vent et marée pendant toute la procédure. Écoutez plutôt. Elle dort tous les soirs avec un revolver chargé, pourquoi pas, glissé sous son oreiller. Vers 4 heures du matin, l'alarme anti-intrusion de la maison s'est déclenchée brusquement. Réveillée en sursaut et persuadée qu'un cambrioleur était en train de pénétrer chez eux, elle a attrapé son arme dans la panique et le coup est parti tout seul. La balle a traversé l'oreiller de son mari et s'est donc logée derrière son oreille droite. Un terrible accident. La mise en scène du mal de tête, elle, aurait été décidée d'un commun accord par le couple, pour une raison toute simple, c'est qu'il ne pouvait pas appeler le 911, qui est le numéro d'urgence aux États-Unis, parce que Michael et April Moylan étaient tous les deux d'anciens condamnés. Et en Floride, comme partout ailleurs aux États-Unis d'ailleurs, un convicted felon, c'est-à-dire une personne qui est condamnée pour crime, n'a tout simplement pas le droit de posséder une arme à feu. April risquait donc de se retrouver en prison, rien que pour la possession du revolver, donc le couple auraient inventé ensemble l'histoire du mal de tête pour gagner du temps et trouver une explication qui ne mentionne pas cette arme. Michael Moylan, depuis son lit d'hôpital, soutient intégralement la version de sa femme aux enquêteurs. Lui-même traîne un casier judiciaire et soutenir l'histoire de l'accident, c'est aussi se protéger. Les enquêteurs ont d'ailleurs sérieusement envisagé dans les premières heures de le poursuivre lui aussi pour détention illégale d'armes à feu, qu'il ait une balle dans la tête ou pas. Alors, la psychologie clinique documente un mécanisme qui se joue ici. Ce sont les travaux de Marianne Dutton, professeure à Georgetown University, qui les a faits sur les réponses traumatiques de victimes de violences intrafamiliales. Elle montre que dans les heures et dans les jours qui suivent une agression conjugale grave, les victimes adoptent fréquemment les comportements de protection de leur agresseur. Ça relève ni du calcul, ni de la complicité. C'est tout simplement une réaction de stress aigu, qui est parfaitement identifiée cliniquement, donc, dans laquelle la victime qui est désorientée cherche à préserver le cadre relationnel qui est en train de s'effondrer autour d'elle. Tom D. Lyon, chercheur à Gold School of Law, a documenté justement ce mécanisme qui s'appelle recantation phenomenon, le phénomène par lequel une victime revient sur ses propres déclarations pour soutenir la version de l'agresseur. Et Michael Moylan, dans les premières heures juste après cette opération, il est dans cette dynamique. Il sort d'une opération à crâne ouvert, il est sous médicaments, il vient d'apprendre qu'il aurait dû y laisser sa vie. Et la femme qu'il aime, celle avec qui il a partagé son lit pendant des années, lui dit que c'était un terrible accident. Il dit donc aux enquêteurs ce qu'elle veut qu'ils disent. Oui, l'alarme s'est déclenchée. Oui, elle a paniqué. Oui, le coup est parti tout seul. Mais les enquêteurs ne sont pas satisfaits de cette explication et continuent leur travail. Ils obtiennent un mandat de perquisition et fouillent la maison. Ils trouvent l'arme, bien entendu. Ils trouvent des chiffons ensanglantés. Ils analysent la trajectoire du tir et ils découvrent que l'angle ne correspond absolument pas à celui d'une personne réveillée en sursaut qui dégaine dans la panique. La balle a été tirée presque à bout portant,
dans une trajectoire descendante sur un homme couché. Et donc, il commence à creuser un petit peu pour trouver un mobile, et donc il commence à creuser la situation financière du couple, et il découvre quelque chose que Michael ignore. Il y a une saisie de leur maison de Pegea Village au mois de février. Il y a l'effondrement de l'entreprise de maçonnerie de Michael, il n'en savait rien. Il y a des mensonges accumulés par April depuis des mois pour cacher la catastrophe à son mari. Donc, les enquêteurs reviennent voir Michael dans sa chambre d'hôpital. Ils lui mettent sous les yeux ce qu'il n'avait jamais vu. La banque a saisi leur maison principale 4 mois plus tôt. Les dettes, la faillite, les mois et les mois de mensonges patiemment construits par sa femme pour ce qu'il ne se doute de rien. Et c'est à ce moment-là, seulement à ce moment-là, que Michael Moylan comprend ce qu'il refusait de voir. April avait, depuis des mois, toutes les raisons du monde de souhaiter qu'il ne découvre jamais la vérité, et la balle dans sa tête n'était pas un accident. Jusqu'alors, il ignorait totalement l'effondrement financier de leur entreprise. Il croyait que tout allait bien, que l'argent rentrait, ce qui était le cas, que les affaires prospéraient. Et donc, à la base, il n'avait aucun mobile à imputer à April, aucune raison de soupçonner qu'elle aurait voulu sa mort. Il a vécu près de 20 ans à ses côtés, et quand elle lui a dit que c'était un accident, il l'a cru, bien entendu, ou il a fait l'effort de la croire. Donc, il fait le rapprochement, à ce moment-là, avec des détails troublants de la nuit du tir. Il avait au début attribué ces choses à la fatigue ou à la confusion de sa femme. Par exemple, lorsqu'il avait secoué April pour lui dire qu'il fallait partir d'urgence à l'hôpital parce qu'il saignait de l'oreille, elle avait mis un temps anormalement long à s'habiller, en traînant les pieds, en hésitant sur chaque vêtement, comme si elle cherchait à retarder le départ. Une fois dans la voiture, c'était elle qui conduisait, elle conduisait à une allure d'escargot, incroyablement lente. Michael l'avait suppliée à plusieurs reprises d'accélérer, elle n'avait jamais accéléré. Michael comprend, avec une clarté glaçante, ce que sa femme espérait pendant tout le trajet. Après, il espérait qu'il meure avant d'arriver à l'hôpital, que la balle achève son travail en chemin, qu'il s'éteigne sur le siège passager sans jamais avoir compris d'où venait son mal de tête. Mais Michael Moylan n'est pas mort. April Moylan est donc arrêté et inculpé de tentative de meurtre. Et c'est à partir de là que l'histoire devient à peu près extraordinaire. Elle est donc également poursuivie pour détention illégale d'armes à feu, car elle avait un casier judiciaire pour trafic de cocaïne dans le comté voisin de Palm Beach. Michael, de son côté, traînait également un passé judiciaire, principalement pour des affaires de conduite en état d'ivresse et de manquement aux obligations de sa probation. Le procès aurait dû être un calvaire pour April. Il ne le sera pas. Au bout d'1 an de détention provisoire seulement, elle négocie un accord avec le procureur, sort de prison et la tentative de meurtre disparaît purement et simplement du dossier. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le droit pénal floridien exige que pour une tentative de meurtre au premier degré, ce qu'on appelle un assassinat en France, soit retenu, il faut la preuve d'une intention spécifique de tuer, et d'un, et de deux, d'une préméditation. Sans cette double preuve, l'accusation s'effondre. Et le procureur du comté de Sainte-Lucie se retrouve face à une équation très défavorable pour lui, parce que le tir n'a pas eu de témoin direct, à part April elle-même. La victime dormait. Personne d'autre n'était dans la chambre. Tout repose sur ce que April accepte de dire, et elle s'en tient à la thèse de l'accident. Michael lui-même, et c'est tout aussi accablant pour l'accusation, a soutenu cette version pendant plusieurs heures aux enquêteurs. Même s'il s'est ensuite rétracté, ses premières déclarations resteront inscrites au dossier. La défense pourra les exhiber devant le jury et faire remarquer que la victime elle-même, dans les heures qui ont suivi le tir, validait la thèse de l'accident. Deuxièmement, il n'y a qu'une seule balle. Alors, une personne qui veut tuer délibérément quelqu'un de profondément endormi à bout portant n'a absolument aucune raison de s'arrêter au premier coup de feu. Un second tir suffirait à achever la victime en 2 secondes. C'est un argument qui est souligné d'ailleurs par plusieurs criminologues spécialisés dans les homicides conjugaux. Et
l'un des plus difficiles à démonter pour un procureur dans les tirs nocturnes en milieu domestique. Après, il y a les indices que Michael a relevés a posteriori. Bah oui, le temps long pour s'habiller, la conduite trop lente, tout ça, ce sont des éléments qui sont dits circonstanciels. C'est-à-dire, ils sont indirects. Ils suggèrent une intention, mais ils ne la prouvent pas. La défense les expliquera sans difficulté par le choc, la panique, la peur d'être arrêté pour détention illégale d'armes. Les aveux initiaux d'April, en plus, ont été recueillis à l'hôpital dans des conditions d'urgence, possiblement avant la présence formelle d'un avocat. En droit américain, depuis l'arrêt Miranda versus Arizona, rendu par la Cour suprême des États-Unis en 1966, de tels aveux peuvent être contestés devant le tribunal et déclarés irrecevables s'ils n'ont pas été obtenus dans les conditions parfaitement régulières. Après, il y a le mobile lui-même, l'effondrement financier, la peur de la découverte. Ouais, c'est cohérent avec une tentative de meurtre, mais ça reste indirect. La défense pourra toujours répondre que les secrets, les difficultés financières, les tensions conjugales ne font pas d'April une meurtrière. Le coup est bel et bien parti par erreur. Le procureur sait qu'il prend un risque considérable en allant au procès, parce que si le jury n'est pas convaincu au-delà du doute raisonnable, April Moylan ressort acquitté de l'accusation principale et le parquet n'obtient qu'une condamnation pour possession illégale d'armes, c'est-à-dire quelques mois de prison tout au plus. Selon les statistiques du Bureau of Justice Statistics, environ 95% des condamnations pénales aux États-Unis se concluent par ce qui s'appelle plea bargain, c'est-à-dire un accord négocié, plutôt qu'un véritable procès. C'est-à-dire que plutôt que de risquer un acquittement complet, le procureur va préférer obtenir une condamnation certaine, même si elle est très inférieure à ce que mériterait l'accusé selon la conviction intime des enquêteurs. À l'inverse, la défense peut des fois, dans certaines situations, justement, négocier un accord pour que leur client prenne moins cher que la peine de mort, par exemple. Dans ce cas-là, April Moylan signe l'accord, l'accusation de tentative de meurtre est abandonnée, elle plaide coupable des charges moindres, principalement celles de possession illégale d'armes à feu par une personne condamnée. Un an seulement après son arrestation, elle ressort libre. Michael Moylan, lui, se retrouve seul, vivant, avec une cicatrice derrière l'oreille droite et la certitude désormais inébranlable d'avoir partagé pendant des années le même lit que la femme qui avait décidé de le tuer. Et la conscience plus douloureuse encore d'avoir pendant quelques heures défendu sa version aux enquêteurs. Merci de m'avoir vu et écouté. C'était Récits de l'ombre. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.